Bonjour Johanna, bienvenue sur Biz and Bibs. Bonjour Estelle, Merci d'être là, merci de merci à toi partager de ton m'avoir histoire. invitée. Alors, pour commencer, je vais te demander donc de me dire ton âge, où est-ce que tu vis et ce que tu fais actuellement dans la vie. Alors j'ai toujours besoin de réfléchir à mon âge là depuis que j'ai passé le cap de la trentaine, je dois calculer, mais bon là c'est bon je m'en rappelle. J'ai 36 ans et j'habite à Toulouse depuis 6 ans, juste avant l'arrivée de ma fille, on a emménagé à Toulouse. Ok, on n'est pas très loin du coup parce que moi je suis à Barcelone, Toulouse j'y vais fréquemment en plus. Oui c'est vrai que c'est pas très loin. Et alors qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, j'ai lancé ma marque, ça fera 4 ans cet été, qui s'appelle Adorna. C'est une marque de sacs et d'accessoires de maternité. Et en fait, je l'ai vraiment créée parce que j'ai découvert les sacs allongés en devenant maman. Et en tant que grande fan d'accessoires et particulièrement de sacs, j'ai eu un petit choc en découvrant les sacs allongés. Alors, bon, maintenant, ça a évolué, il y a de plus en plus de jolis sacs allongés. Mais quand j'ai découvert les sacs allongés classiques d'il y a 6 ans, j'ai eu un petit choc et de là est née l'envie de créer une ligne de sacs et d'accessoires plutôt versatiles à utiliser dans son quotidien de femme et de maman. C'est rigolo parce que finalement quand on devient maman, le sac à langer, oui c'est un accessoire indispensable, mais je sais pas si la première chose à laquelle on pense c'est et si je faisais ma propre marque. Alors c'était pas tout de suite la première idée qui m'est venue, mais voilà, c'était bon après je reviendrai en détail là-dessus, mais c'est vrai que l'idée est vraiment venue petit à petit aussi grâce à un concours de circonstances, etc. Mais voilà, c'est une idée qui a germé dans ma tête et qui en fait j'ai tellement avancé sur le projet que je me suis dit bon bah maintenant il est temps de faire Faut y aller. le grand saut. Voilà. Qu'est-ce que tu faisais avant? Alors, donc avant d'être à Toulouse, on était à Paris et je travaillais chez TF1. Donc, j'ai Ah oui, passé donc rien à voir en fait. rien à voir. J'ai passé presque 10 ans chez TF1 et je faisais du marketing digital, donc à différents postes. Mais voilà, j'étais pas du tout dans le secteur et dans le milieu de Du la textile. confection, etc. Ouais, pas du tout. Et c'est un milieu que j'ai découvert qui est très, très opaque. Donc, il m'a fallu un peu de temps pour plonger dedans, mais je pense avoir réussi. Et alors, cette idée de créer ta marque de sac à langer, elle a germé quand? Dans les premiers mois de la naissance de ta fille ou dans les premières années? C'était même pendant ton congé maternité? Alors non, pendant mon congé maternité, pas du tout. Parce que pendant mon congé maternité, donc en fait, on est arrivé un mois avant que j'accouche à Toulouse. Donc j'ai commencé mon congé maternité à Toulouse, sachant qu'on ne revenait pas à Paris, donc je savais que je ne reprendrais pas mon ancien job. D'accord. Mais je pensais en fait vraiment retrouver un job en marketing ou en marketing digital sur Toulouse. Et c'est en fait avec l'arrivée de ma fille, vraiment à sa naissance, où là, je me suis dit, mais en fait, comme j'avais la possibilité de pas revenir dans mon ancien job, j'avais aussi ma carte blanche Ouais, t'avais la carte blanche, porte ouais. ouverte. Ouais, carte blanche, la porte ouverte en fait C'est à des ça, nouvelles opportunités. je pouvais écrire un peu une nouvelle histoire et donc du coup je me commençais à me poser des questions, est-ce que j'ai vraiment envie, j'avais commencé à passer des entretiens et je me voyais pas refaire ce que je faisais ailleurs, voilà, et du coup voilà, je me suis vraiment dit qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je peux faire. Et à partir, voilà, c'est vraiment, ma fille avait quelques mois quand j'ai commencé à penser à la marque. Et alors, comment est-ce que ça s'est passé ta grossesse et l'arrivée de ta fille? Les premiers... Enfin, est-ce que tu l'as bien vécu? Alors la grossesse s'est très très bien passée. Vraiment, je sentais aucune différence. Enfin, j'avoue que ma hantise première quand j'ai su que j'étais enceinte, c'était de me dire pourvu que je n'ai pas de nausées pendant toute ma grossesse. J'en ai pas eu une seule, donc c'était parfait. Et non, franchement, j'étais en forme, j'étais bien. Ça s'est super bien passé. Vraiment, rien de spécial. Et tu as travaillé du coup pendant toute ta grossesse jusqu'à ce que tu déménages finalement. Voilà, exactement. Donc voilà, vraiment pas de changement notable. Et c'est par contre à l'arrivée de ma fille où là il y a eu cet énorme tsunami, ce chamboulement auquel je m'attendais pas du tout. Vraiment, je savais qu'il allait y avoir un changement de rythme, etc. Mais je m'attendais Ouais. pas à ce chamboulement si fort. Et après, je pense que voilà, il y a eu plein aussi
le contexte a fait que ça a beaucoup joué, le fait qu'on n'était plus à Paris, on était à Toulouse, dans une nouvelle ville, où on connaissait peu de monde au départ. Donc voilà, je pense que ça a aussi accentué un petit peu tout ce chamboulement. Mais c'est vraiment à partir de là où j'avais l'impression d'être un peu... soit une nouvelle moi, soit un peu plus moi finalement peut-être, je sais pas. Mais voilà, il y a eu vraiment un gros chamboulement à l'arrivée de ma fille et je pense que ça a grandement participé à la création de la marque aussi. Alors du coup, dans ces premières semaines, donc il y a un énorme chamboulement. Tu n'as plus de travail puisque tu as quitté ton travail à Paris. Tu n'en as pas forcément retrouvé un à Toulouse. Et là, tu utilises le sac à langer. Alors, raconte-moi un petit peu comment ça vient, parce que c'est vrai que c'est rigolo quand même, parce que c'est... finalement, maintenant, à l'heure actuelle, on peut dire qu'il y a des sacs à langer un peu sexy, mais en fait, il y a 6 ans, ce que tu dis, c'est que toi, il n'y en avait pas des très très beaux, quoi. Alors, il y en a, ça commençait à arriver, mais c'est vrai que... Alors moi, je me rappelle de ma propre expérience. On a acheté, en fait, dans un magasin de puériculture, la Poussette, et il y avait un rayon sac à langer à côté. Et donc, c'était, on va dire vraiment les sacs à langer très classiques, des grandes marques. Et je me rappelle avoir choisi le sac à langer noir, le plus... sobre on va dire, mais malgré tout il était ultra moche et surtout en fait je l'ai utilisé que quelques semaines en fait parce que il était imperméable à l'intérieur, à l'extérieur, il avait 4 poches à l'extérieur, il avait plein de poches encore à l'intérieur et en fait même vide le sac était énorme parce qu'en fait il était tellement volumineux avec sa matière, avec ses poches, que j'avais l'impression de partir en voyage à chaque fois que je faisais la moindre petite balade en ville avec ma fille. Et surtout, moi, vraiment, je me rappelle, même au niveau des habits, les habits d'allaitement, il n'y avait pas encore toutes les marques chouettes qui existent, donc je me dépatouillais avec ce que j'avais, donc je ressemblais déjà à pas grand-chose, j'étais ultra fatiguée. Marre de chez Marc. Voilà, et il y avait, c'était la cerise sur le gâteau, c'était le sac à langer ultra moche que je prenais, je me disais oh là là mon dieu c'est moche, ça me ressemble pas, ça me plaît pas, enfin voilà. Et donc au bout de quelques semaines je l'ai remis dans le placard. Et en fait, j'ai bricolé avec les cabas que j'avais chez moi et que j'ai accroché comme je pouvais avec mes attaches, poussettes. Tu cousais sinon ou pas? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, et je couds toujours pas. Je sais pas coudre un bouton. Donc non, heureusement, je travaille avec un super atelier qui fait un très bon travail. Et donc voilà, du coup, j'avais mes cabas, mes sacs à main. Et en fait, les plus grands, je les accrochais comme je pouvais à la poussette. Et j'avais au moins ça qui me plaisait. Et parce qu'en fait les sacs, même avant on va dire le sac langer, toi les accessoires c'était quelque chose qui faisait partie intégrante de ton look, de ton style. C'était vraiment important pour toi les accessoires. Je suis plutôt au niveau des looks, j'ai des looks hyper basiques, je suis souvent en jean, même au niveau des coloris, je suis blanc, écru, gris, noir, je sors pas je fais pas de folie. En revanche les accessoires, c'est vrai que j'adore les bijoux, j'adore les belles montres et j'adore aussi les beaux sacs et c'est vrai que typiquement quand j'ai eu mes premiers salaires quand j'étais à Paris, mon premier grand kiff ça a été de m'acheter un beau sac parce que vraiment je trouve que ça change tout. Tu peux avoir un look hyper basique, t'as un beau sac et paf ça te fait ta tenue. Donc c'est vrai que c'est quelque chose auquel je suis très sensible depuis toujours. Et, du coup t'as l'impression de retourner un peu en arrière là avec cette histoire de sac à langer. C'est ça, c'était la claque quoi, la claque vraiment qui finissait de m'achever et en fait voilà, donc je me suis rendu compte moi que j'avais pas besoin de ce sac à langer avec toutes ses poches, avec le fait qu'il était imperméable, etc., que j'avais troqué ça pour mes cabas et donc en fait j'ai commencé à réfléchir à ça mais je sais pas, je saurais pas dire pourquoi l'idée est venue mais en fait j'ai commencé à en parler autour de moi et puis après il y a un ami qui m'a mis en contact avec une amie à lui qui était styliste et puis cette amie elle m'a donné des groupes avec notamment un groupe Facebook pour avoir des contacts d'ateliers, etc. Sur ce groupe il y a quelqu'un qui proposait des formations justement pour toutes les marques autour
de la famille. Donc j'ai commencé cette formation, donc j'ai commencé la recherche de tissus, la recherche d'ateliers, mais au départ c'était plus en mode projet en fait. Tu t'es laissé porter un peu par le flot du projet et des recommandations finalement qu'on t'a faites à ce sujet. Tout à fait. Et tu en as parlé donc à ton cercle d'amis aussi, de maman, et c'est là que tu t'es rendu compte peut-être qu'il y avait un besoin en fait. Ouais, complètement. En fait, j'ai vu qu'il y avait un peu deux profils. Il y a vraiment les parents qui ont besoin, je dirais, d'être rassurés, donc d'avoir le sac à langer classique avec toutes les poches pour être organisées, etc. Et il y a les familles qui vont utiliser un tote bag, qui vont l'accrocher à la poussette et qui vont mettre une couche, un biberon et hop, c'est parti. Et donc, je me suis dit, en fait... il y a quelque chose à faire parce qu'aujourd'hui, sur le marché, on répond principalement à ce côté très pratique en fait du sac à langer. Et on en oublie un petit peu le côté design, le côté esthétique, en étant un peu trop concentré sur ce côté pratique. Et je me suis dit, bon, finalement, un sac, ça reste un sac. Alors oui, il y a des besoins spécifiques en tant que parent, mais finalement... c'est pas voilà, on peut répondre aux deux besoins quoi, à la fois le côté esthétique et à la fois le côté pratique. Donc c'est au bout de combien de temps tu dirais que finalement entraîné dans tes recherches tu te dis mais en fait là j'ai peut-être un concept de business, je vais tenter ça, je vais tenter de monter ma marque? Alors en fait je dirais que ça a pris quelques mois, peut-être 3-4 mois où j'ai commencé à me dire mais là t'as avancé quoi en fait, t'as Oui, j'ai fait une formation. C'est ça, en fait. Alors bon, je dirais que vraiment pour lancer toute la marque, en tout, ça m'a pris environ 9 mois. Comme un bébé, finalement. Voilà. Mais après, vraiment, quand j'ai commencé, alors peut-être pas 4 mois, peut-être 6 mois, mais quand j'ai commencé à me retourner, à regarder un peu tout le chemin parcouru, je me suis dit, en fait, là, il faut que tu y ailles parce que t'as pas fait tout ça pour rien. Ouais. Mais je dirais, d'ailleurs je compare souvent l'entrepreneuriat à la maternité, mais je dirais que finalement c'est un peu comme quand tu deviens mère, tu sais pas vraiment ce qui t'attend en fait quand tu lances ton entreprise, donc tu le fais sans trop réfléchir et comme tu t'as jamais vécu, enfin voilà, c'était la première fois que je montais ma boîte, j'avais jamais vécu ça, je savais pas ce qui m'attendait, on va dire que je l'ai peut-être fait un peu de manière inconsciente aussi et tant mieux parce que je pense que je l'aurais pas forcément fait en sachant tout ce qui m'attendait, mais voilà. Et en fait, je me suis dit, bon, maintenant, il faut que tu y ailles, il faut que tu fonces. Tu peux pas avoir fait tout ça juste en mode projet. Et, donc, en mode hobby, quoi. C'est ça. Et alors, est-ce que tu avais des exemples d'entrepreneuriat autour de toi, d'entrepreneurs, d'entrepreneuses? Puisqu'effectivement, là, ce que tu me racontes, c'est que tu t'es lancé dedans, mais tu n'avais aucune idée de ce qui t'attendait. Peut-être que finalement, tu avais aussi dans ton cercle des personnes qui pouvaient te conseiller? Alors oui, j'ai trois amis proches qui sont également entrepreneurs, qui ont lancé leur boîte dans des secteurs complètement différents. Mais je dirais que en fait, alors j'ai eu quelques conseils, oui, notamment d'un ami proche qui m'a vraiment beaucoup aidé au débarrage, mais en fait c'est encore une fois c'est comme la maternité, tant que tu l'as pas vécu tu peux pas savoir vraiment voilà tous les tenants et les aboutissants et oui, puis il faut peut-être aussi aidé, des personnes qui soient dans le même secteur parce que s'ils vendent des automobiles ça n'a rien à voir. Alors après j'ai remarqué quand même que malgré tout finalement il y a plein de choses qui se recoupent et on a un peu tout le temps les mêmes problématiques. Alors après, ça dépend si c'est du service, du produit, etc. Mais malgré tout, il y a quand même beaucoup de problématiques qui se recoupent et si finalement on arrive à s'apporter beaucoup de conseils mutuellement parce qu'on rencontre un petit peu les mêmes problématiques malgré tout. Est-ce que tu as rejoint des réseaux d'entrepreneurs ? Alors j'avais rejoint un réseau au tout début en arrivant sur Toulouse et ça m'a beaucoup aidée. Après la formule a un peu changé donc je suis pas restée mais au début ça m'a beaucoup aidée parce que ça permet de rencontrer d'autres entrepreneurs, de sortir un petit peu aussi parce que on travaille beaucoup seul au démarrage donc voilà d'échanger etc. Il y avait aussi des talks qui étaient organisés, notamment un talk avec Pauline Legnaud, donc très inspirant, ça a permis de se nourrir de beaucoup d'informations. Il y avait aussi des formations sur des sujets particuliers, donc ça m'a vraiment aidée. Donc ça, oui, je regrette pas de l'avoir fait parce que c'était super enrichissant, du moins à cette étape-là. Et là, c'est vrai que je le fais plus et
un peu par manque de temps. Et puis Ouais. bon, après, voilà, je le fais sous d'autres formes aussi, mais voilà. Et pour le financement, comment est-ce que tu as fait pour financer les débuts de la marque? Parce que c'est vrai que c'est un peu... Enfin, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, et surtout quand on crée un produit, et en Ouais, plus dans le textile, il y a une certaine quantité de ouais. stock à commander pour lancer une nouvelle collection. Ouais, ça Euh, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet à anticiper parce que surtout que je trouve qu'on entend parfois des histoires en disant bah, j'avais vraiment pas un rond, j'ai lancé ma marque, etc. Bon, faut faire attention à ce voilà, il y a un minimum à porter, ouais. à apporter au départ. Voilà, il y a un minimum de stock. Alors c'est vrai que ça dépend complètement si c'est du produit ou du service. Du service, c'est totalement différent. Ouais. Mais là, si vraiment on lance un produit, il faut un minimum de stock, il faut un minimum de matières premières. Quand on vend en produit, en général, on peut pas couper à la partie image, shooting, etc. Parce que, voilà, Et si on veut... marketing aussi, peut-être. Voilà, exactement. Donc, il faut un minimum à prévoir. Donc, moi, ça a été premièrement grâce à mon épargne personnelle. Et deuxièmement, j'avais fait une campagne de crowdfunding sur la plateforme KissKissBankBank. Ah, d'accord. En fait, en fait, c'était une campagne de précommande. Donc, j'avais lancé cette campagne juste avant de lancer mon site. Franchement, ça a vraiment bien marché. C'était quoi ton objectif? Tu l'as atteint? Je l'avais atteint et je me rappelle plus du tout de l'objectif en termes de quantité, mais je l'avais largement atteint, je crois, de mémoire. Même dépassé, du coup? Ouais, et en fait, ça a été super parce que ça, pour deux choses. Bon, déjà, alors ce qu'il faut comprendre dans ce genre de campagne, c'est que on nous explique, de toute façon, c'est super bien fait parce qu'il y a quelqu'un qui vraiment nous accompagne pour créer la campagne et tout au long de la campagne. Mais en fait, ça permet, bon, déjà de faire appel à son cercle proche, donc qui va financer le démarrage de la marque. Après, en fait, il y a plusieurs cercles, donc il y a le cercle ultra proche, il y a le cercle 2, donc ça va être des anciens collègues, par exemple, voilà, ou des Amis personnes. d'amis, etc. Voilà, exactement. Et après, il y a vraiment les personnes qui découvrent le projet, la marque, via la plateforme. Et surtout, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était un moyen d'aller contacter notamment les créateurs de contenu. J'avais beaucoup sollicité les créateurs de contenu sur Instagram. Et en fait, en ayant une campagne comme ça permet vraiment, s'ils adhèrent au projet, bien entendu, d'avoir leur soutien et leur relais. Et c'est vrai que j'en avais eu pas mal. T'avais envoyé des produits, du coup, à des influenceuses pour qu'elles testent? Alors oui, j'avais envoyé à quelques-unes au départ. Et c'est vrai que... Alors c'était il y a 6 ans aussi, donc c'était moins développé, je dirais. Là aujourd'hui, voilà, c'est un peu saturé quand même. Mais il y a 6 ans, c'était un peu différent déjà. Et ça va... mais je dis 6 ans, mais c'est pas il y a 6 ans du tout. C'est ma fille est née il y a 6 ans, mais là, ma marque, c'était il y a 4 ans. D'accord. Mais Donc, voilà, du coup, c'était quand même moins saturé. c'était en 2020 que t'as fait tout C'était ça? juste après le premier confinement, en fait. Ok, donc en fait, finalement, pendant tout le confinement, tu as bossé sur le développement de la marque et En pour amont, en sortir fait, du ouais. confinement, tu as lancé la campagne de Ouais, crowdfunding. en fait, j'ai démarré, je dirais, peut-être 1 an avant le premier confinement. Après, je devais normalement sortir plus tôt, puis il y a eu le confinement, donc Mhm. j'ai un peu peaufiné. Et puis surtout, j'étais quand même beaucoup à la maison avec ma fille, donc c'était Oui. un peu une pause. Et après, c'est à ce moment-là où j'ai lancé la marque. Et alors, la campagne de crowdfunding est un succès. Et ensuite, comment est-ce que les ventes ont évolué? Parce que c'est une question aussi qui est importante, puisque dans le crowdfunding, des fois, il y a un gros boost, on va dire, démarrage, et après, ça peut peut-être se tasser un petit peu. Toi, Alors, comment ça s'est passé? ça c'est en fait, donc la campagne, je l'ai faite de mémoire, c'était en juillet. Donc après, j'ai lancé le shop dans la foulée. Mais voilà, grâce à tous les relais qu'il y a eu, il y a eu aussi le compte Instagram qui a commencé à grossir petit à petit. Donc j'ai pu tout de suite annoncer le lancement du site, voilà. Mais ça a été, on va dire, août-septembre, ça a été quand même calme. Et en fait, en octobre, j'ai eu la chance de participer à un salon qui n'existe plus, qui s'appelle The Reunion, qui était un salon vraiment autour de la famille à Paris, et qui réunissait une soixantaine de marques. Et ça, en fait, il y avait... Donc, en fait, il y avait beaucoup de monde qui venait encore sur ces salons et beaucoup de relais aussi sur les réseaux. Donc ça m'a permis de vraiment
redonner en fait un relais de communication à la marque. Et à partir de là, ça a permis de vraiment lancer, de commencer à faire connaître petit à petit la marque. Mais oui, c'est vrai que c'est un sujet en fait. Quand tu lances ta marque, t'as beau tout faire bien, t'as beau avoir un super produit, un super site, des super photos, enfin tout bien. En fait, il faut, c'est toujours le sujet et c'est la visibilité en fait. Et puis il faut la faire prospérer aussi après. C'est C'est-à-dire ça. que tu peux avoir un très bon démarrage, mais ensuite il faut arriver à faire en sorte qu'elle tienne dans la durée. Alors toi, tu t'es lancée avec... t'avais combien de produits au début? T'avais un seul produit? J'avais le cabas, qui est le cabas Emma, il y avait les attaches poussettes, et de mémoire, j'avais lancé aussi les pochettes. Et je crois que c'est tout. Et depuis, donc là, tu as agrandi la gamme. Donc, c'est principalement des sacs à langer et accessoires pour la poussette, pour la maman? Oui, donc en fait, maintenant, il y a plus de sacs qui existent, différents modèles, différents formats, plus de coloris aussi. Et après, j'ai effectivement déployé un peu plus la partie accessoires. Donc, il y a les matelas allongés, il y a la pochette isotherme, il y a les petits porte-monnaies, enfin voilà. Toujours dans cette idée d'avoir des accessoires pour les mamans qui soient esthétiques. J'ai vu quelque part dans une autre interview que tu avais donnée, l'idée c'était on sacrifie pas son look en fait quand on est maman. Y a cette idée effectivement de se dire en fait on est... Enfin, il y a le côté vraiment, je réponds à... En fait, moi quand j'ai imaginé le cabas, je me suis dit qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui nous plaît en fait, qu'est-ce qu'on aime comme type de sac, et donc j'ai pensé tout de suite au cabas parce que c'est le côté très intemporel, aussi très pratique, on peut tout mettre dedans, etc. Et à partir de là, je me suis dit bon bah maintenant que je sais ce qui nous plaît, je vais l'adapter pour les mamans à leurs besoins, donc la capacité à l'accrocher à la poussette, des poches assez grandes pour glisser biberon et couche, une contenance on va dire idéale pour pouvoir mettre assez d'affaires, etc. Mais je suis vraiment partie de ce qui leur plaît et j'ai adapté ensuite à leurs besoins. Et c'est vrai que c'était cette idée du coup de continuer à apporter des choses qui nous plaisent, et aussi ce côté versatile, c'est-à-dire que en fait on a 1000 vies en fait, on a toutes 1000 vies, et donc le problème aujourd'hui, je trouve, même les plus jolis sacs à langer, c'est que ça reste un sac à langer en fait. Et en fait, ce format un peu cube, on va pas l'utiliser en dehors des premiers mois de bébé. Et en fait, moi, ce que j'avais envie, c'est un sac qui suive les femmes dans tout leur quotidien en fait. Si tu as envie d'aller travailler, tu glisses ton ordinateur dedans et tu files avec ton cabas. Si tu vas rejoindre des copines et faire une après-midi shopping, et pareil, tu as ton cabas et tu mets tes affaires dedans. Vraiment le côté versatile, et aussi qui accompagne la femme tout au long de sa maternité. Moi aujourd'hui, ma fille elle a 6 ans, c'est ça que je les utilise toujours, parce que j'ai toujours un pull au cas où pour elle, son goûter, quelques jouets, son bébé, et en fait je veux vraiment que ce sac il accompagne les femmes tout au long de leur vie, de leur quotidien. Alors de leur vie, c'est pas non plus un sac forcément qu'on garde 30 ans. Non, mais c'est vrai, parce que vraiment le sujet de la grossesse et de la maternité, en tout cas les premiers mois de bébé, on accumule un tas de trucs qui va nous servir des semaines ou des mois, et en fait après on se retrouve avec des choses qu'on a payées très cher, qu'on ne va pas réutiliser. Et puis bon, si on est déjà un petit peu dans une démarche soit minimaliste, soit de ne pas consommer de fast fashion, ou d'essayer de ne pas remplir son appartement ou sa maison de choses inutiles, c'est parfois compliqué en fait. Exactement, oui, c'est tout à fait ça. Et voilà, c'était vraiment tous les enjeux auxquels je voulais répondre. Et alors là, tu me disais que ta fille a 6 ans, tu utilises encore évidemment les sacs Adorna. Oui. Comment est-ce que tu l'as vécu, les débuts de ta marque enfin voilà, tu as quand même lancé ta marque, ta fille était petite. Comment est-ce que tu t'es organisée pour t'occuper de ta fille, développer ta marque comment ça s'est passé ? Alors déjà j'ai eu assez peur, parce que j'écoutais beaucoup de podcasts justement sur des entrepreneurs, alors plutôt des entrepreneurs vraiment avec des success stories, voilà, des grosses marques, et c'était super inspirant, mais à la fois je me disais oh mon Dieu, mais moi je dors pas, ma fille ne dort pas, je suis épuisée, je vais pas pouvoir travailler jusqu'à 2h du mat tous les jours et me lever à 6h pour travailler comme une folle toute la journée, et puis c'était pas forcément ce dont j'avais envie non plus.
Et j'avais un peu que ce modèle-là. J'avais l'impression que l'entrepreneuriat, c'était un peu égal à ça. Et en fait, j'ai compris que non, il y avait différents profils et qu'on avait tous des objectifs différents et donc du coup des moyens en adéquation avec ces objectifs-là. Mais c'est vrai qu'au départ, ça m'a fait un peu peur parce que je me suis dit, mais est-ce que en fait, c'est possible quoi, de lancer sa marque avec un tout petit bébé. En fait, j'ai fait le choix de la faire garder assez tôt, en fait, vraiment quand je commençais déjà, enfin quand j'étais vraiment on va dire, en amont, quoi, quand je préparais le lancement de la marque. Parce que, alors c'est dur parce que c'est hyper culpabilisant de faire garder son enfant et encore plus quand il n'y a pas d'obligation, on va dire, d'aller à son bureau parce qu'il n'y a pas un patron qui m'attendait et j'avais pas des horaires de bureau, donc c'était assez culpabilisant, mais en même temps je me suis vite rendu compte que c'était impossible de me dégager du temps avec ma fille. Il fallait que tu fasses ça pour que ça marche. Ouais, exactement. Donc en fait, je l'ai fait garder. Alors après, j'avais aussi la flexibilité, c'est-à-dire que j'allais la chercher pas trop tard. Le mercredi, je me gardais la journée pour être avec elle, etc. Donc j'avais voilà, cette qualité aussi et cet équilibre que je cherchais depuis le début. Donc ça, c'était chouette. Mais vraiment, voilà, je me suis imposé un rythme pour me dire, voilà, il faut vraiment que j'ai des créneaux seuls. Voilà, tu travailles de chez toi, mais considère que c'est ton travail et c'est comme si tu étais à ton bureau. Donc ça a été la première chose. Et après, après ça n'a pas été facile parce que et encore aujourd'hui, ce qui est... À la fois, ça me laisse une souplesse, une flexibilité incroyable et aujourd'hui, je savoure chaque jour en me disant que je profite plus de ma fille que si j'avais des horaires de bureau comme avant. Ça, oui, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu penses que ton statut impacte la relation que tu as avec ta fille ? Alors, le fait d'être entrepreneuse ? Je sais pas quelle relation j'aurais si j'avais pas ça, mais en tout cas pour notre équilibre à nous et mes envies, clairement ça me permet vraiment d'être beaucoup plus flexible, je pense. Et c'est vrai que j'ai pas ce sentiment où je me dis je pense pas avoir le regret après de me dire j'ai pas assez profité de ma fille. Je pense que j'en profite vraiment à fond. Mais le revers de la médaille, c'est que bon, déjà je pense qu'on fait spontanément plus appel à la maman quand par exemple son enfant est malade ou quand mais encore plus quand en fait toi t'es à ton compte, donc du coup tu peux te permettre de garder ta fille aujourd'hui parce que elle est malade, tu peux l'amener chez le médecin, tu peux la garder pendant les vacances parce que y a personne qui va te dire non. Mais quand toi tu travailles pas, il se passe rien en fait, parce que moi je suis seule sur la marque, donc il y a des choses que tu peux programmer, etc. Mais quand même c'est pas pareil. Donc c'est un peu aussi voilà, toujours ce stress de te dire à la fois j'en profite, mais à la fois oh là là c'est compliqué, ça entre guillemets met en danger la marque parce que du coup t'as des jours en moins, voilà. Donc à la fois c'est super parce que c'est vraiment je pense une liberté que je pourrais pas avoir autrement, et à la fois automatiquement ça va être moi, et puis bon après c'est aussi ma nature où je me dis non mais je m'arrête et je m'occupe de ma fille, mais voilà, c'est à double tranchant, on va dire. Ouais, tout à fait. Et ton partenaire, lui, il est salarié, c'est ça, du coup ? Alors, il était salarié jusqu'à l'année dernière, fin d'année, et là, depuis quelques mois, il est à son compte, mais c'est un peu différent, il fait du conseil, donc il a quand même des clients avec, on va dire, quand même des contraintes de bureau, horaire, des réunions, etc. Donc, ça reste différent comme activité. Et lui, ça a été quoi sa réaction quand tu lui as dit, du coup... quelques mois après la naissance de votre fille, en fait, je vais créer mon propre projet, ma propre marque. Il n'y a pas forcément de filet derrière. Je pense que, il a tout de suite été d'un très grand soutien. Et souvent, je me dis, je sais pas si j'aurais été aussi patiente et aussi, on va dire, enthousiaste si lui avait fait la même chose. Mais en tout cas, il a été vraiment toujours à fond et hyper fier de tout ce qui a été construit autour de la marque. Donc ça, c'est vrai que c'est hyper important. Et ta fille, elle sait que ce que tu fais dans la vie, c'est un peu grâce à elle, finalement ?
Alors, non, non, c'est vrai que j'ai jamais trop dit en fait. Donc, elle sait ce que je fais. Elle joue avec tes sacs? Alors, ah oui, il y a des fois où effectivement, un peu moins maintenant, mais parfois elle pioche et effectivement, elle me dit, ah non, ça j'adore, avec un petit, surtout quand il y a les broderies avec des petits cœurs, des trucs comme ça lui plaît à coup sûr. Et oui, oui, j'ai des petites vidéos, notamment plus petites d'elle, avec les sacs quand elle défile, c'est assez marrant. Donc elle sait ce que je fais, c'est concret parce que du coup elle voit quand je reçois des réassorts de l'atelier, quand j'envoie les commandes, etc. Elle le voit, donc c'est concret. Mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment formulé le fait que l'idée est venue avec sa naissance, etc. Donc voilà, je me le note pour plus tard. Non, mais ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Mais justement... Elle sait qu'il y a un... Parce que donc, le premier Kaba, c'est le Kaba Emma, et c'est son prénom. Ah, donc elle sait qu'elle a un Kaba... Elle est impliquée déjà dans la marque. Et d'ailleurs, effigie. Adorna, ça vient d'où? Alors, Adorna, en fait, ça a été très compliqué de trouver un nom de marque, parce que... entre toutes les idées que je pouvais avoir, mais tous les noms qui étaient déjà pris et déposés. Alors Adorna, en fait, ça vient, le sens étymologique, c'est s'équiper, se pourvoir de ce qui est nécessaire, donc le côté très pratique, utile. C'est le verbe adorner, non? Ça existe? Oui. Alors voilà, c'est plus utilisé, et c'est encore utilisé, il me semble, si je dis pas de bêtises, en espagnol. Et en fait, aujourd'hui, le sens réel, c'est orner, se parer, donc le côté justement un peu plus accessoire, bijoux, et voilà, donc c'était pour réunir à la fois le côté pratique et le côté joli. Ok, et oui, c'est vrai que ça rejoint bien en fait du coup les deux sens, les deux côtés de tes produits. Et alors là actuellement, ils sont fabriqués où, les sacs et les cabas Adorna? Alors, on a un atelier, qui est l'atelier avec lequel on travaille depuis le début de l'aventure, qui est lui à côté de Lens, donc dans le nord de la France. Au départ, ils faisaient toute la production. Et en fait, au fur et à mesure, comme les quantités ont augmenté, ils n'ont pas pu continuer à tout faire. Donc eux, ils travaillent avec des ateliers partenaires en Pologne. Donc on a en fait splitté un peu la production en deux. Eux en France ils ont gardé la majeure partie de la production des sacs et tous les accessoires en fait sont faits en Pologne. Maintenant c'est un peu différent, ça dépend vraiment de la charge de travail qu'ils ont et de la disponibilité. Donc quand ils peuvent ils le font en France, et quand ils n'ont pas les capacités ils externalisent avec les ateliers partenaires en Pologne. C'est chouette quand même d'avoir du Made in France pour des accessoires. Ouais, c'est valorisant pour le c'était pas gagné. territoire. Et... Ouais. C'était pas gagné parce qu'au tout début, donc quand j'ai commencé à aller voir différents ateliers, au départ je suis allée tout de suite voir des ateliers en France, et en fait les devis étaient vraiment hors de prix. Et donc au début je me suis dit bon, ça va pas être possible, et j'ai fait un salon et j'ai rencontré cet atelier, et en fait ils m'ont fait des devis qui étaient tout à fait corrects, et surtout ils sont vraiment top en termes de qualité, ils sont irréprochables, et en termes de réactivité, voilà, ils sont vraiment super. Donc ça c'est un vrai bonheur. Et alors là, tu me disais tout à l'heure que tu es toute seule sur le projet. Est-ce qu'ils te rémunèrent à l'heure actuelle? Alors, oui, mais de manière très variable. Alors, c'est le problème du commerce. C'est que, en fait, et je pense c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, parce que la conjoncture est quand même compliquée. Et donc, en fait, c'est très, très aléatoire. Les mois et les semaines ne se ressemblent pas. Donc, en fait, je jongle avec les rentrées et les sorties. Et ça, c'est vrai que c'est le côté compliqué, en fait, parce qu'on peut jamais anticiper. Et voilà. Donc aujourd'hui, c'est mon activité à 100%. Et donc, elle doit me rémunérer. Il faut que j'arrive à stabiliser ça pour vraiment plus me rémunérer de manière stable, régulière, stable et régulière. Ouais. D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que, si là, du jour au lendemain, ça s'arrêtait à Dorna, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu retournerais au salariat? Est-ce que tu monterais une autre boîte? Alors, c'est une très bonne question. Alors spontanément, je me dis que j'aurais beaucoup de mal à retourner dans le salariat. Après, je pense que ça dépend
ça dépendrait de la boîte, des valeurs qu'elle défend, de ce qu'elle propose, etc. Alors là, comme ça, spontanément, dans l'idée, je me dis, je me mettrais plutôt en freelance pour faire du conseil sur les domaines que je connais, que je maîtrise. Voilà, après... j'avoue que il y a des moments où j'y réfléchis et puis il y a des moments où je me dis bon, n'y pense pas, concentre-toi sur ton activité. Non, mais c'est sûr. Mais c'est top, enfin, déjà que ça puisse te rémunérer parce que moi j'ai donc parlé avec beaucoup d'entrepreneuses ces dernières semaines et en fait il y en a quand même beaucoup qui ont une activité à côté en complément de revenus parce que pour le moment leur boîte ou leur projet entrepreneurial ne les rémunère pas à 100% encore. Surtout quand c'est un produit parce qu'il y a tellement de coûts. Enfin, bon là dans ton cas c'est coût textile de production mais quand il y a de la recherche et développement en plus, etc. C'est ultra coûteux en fait. Ouais, et c'est vrai que quand je vois autour de moi effectivement des marques qui ont en fait leur marque plus une autre activité à côté, je me dis que c'est quand même compliqué quoi de faire les deux parce que du coup tu mets pas 100% de ton énergie pour développer ta marque mais en même temps je le comprends parce qu'il faut à un moment donné faut vivre aussi donc voilà. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est compliqué et je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment anticiper dès le départ. Il faut vraiment arriver à faire un prévisionnel et se dire de combien je vais avoir besoin, pendant combien de temps. Et je pense qu'il faut le multiplier par 2 parce que en fait, il y a toujours des choses qu'on sous-estime ou des durées qu'on pense être moins longues que ce que ça sera réellement. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir de quoi tenir plus longtemps parce que c'est un vrai sujet, la trésorerie, quoi. J'ai une nouvelle question. Quand j'ai préparé cette interview, j'ai un peu revu le script des questions que je pose. Là, j'ai déjà enregistré plein d'épisodes, mais j'avais envie d'introduire une nouvelle question un petit peu plus signature, on va dire. Là, on a pas mal parlé, c'est plutôt chouette, de maternité, d'entrepreneuriat. Comment est-ce que ça a affecté effectivement ta relation avec ta fille, ton organisation au quotidien? Et j'aimerais te demander ton avis. Est-ce que tu penses qu'un parent salarié versus entrepreneuriat, comment est-ce que tu penses que ta fille va grandir avec ces valeurs-là que toi, tu pourrais lui transmettre? Déjà, je pense qu'il y a des choses qu'on transmet sans le savoir. C'est-à-dire que on va apporter forcément dans une situation ou dans l'autre des choses que l'autre, par exemple, un entrepreneur va apporter peut-être plus de temps, plus de présence, voilà, qu'on peut peut-être moins apporter si on a des horaires de travail avec une plus grande amplitude. Après, on va peut-être apporter des choses inconsciemment comme plus de stress, plus de... Voilà, il y a peut-être des choses qu'on va transmettre sans le savoir. Voilà. Après, en termes de valeurs, de façon de travailler, etc., je pense que de manière générale, la société a vraiment évolué. Avec notamment les confinements, il y a eu énormément de télétravail. Nous, voilà, que ce soit mon mari quand il était en salariat ou moi entrepreneur, on travaillait tous les deux quasi à 100% à la maison en fait, donc alors qu'avant pas du tout, donc je pense aussi qu'il y a plein de choses qui évoluent, qui sont propres plus à des métiers qu'à un statut salarié ou entreprise ou entrepreneur, pardon. Je sais pas si vraiment il y aura un impact sur les choix ultérieurs de ma fille. Je peux pas, je sais pas, est-ce que ça va lui donner peut-être que ça va lui donner l'envie de faire pareil après, ou au contraire pas du tout, parce qu'elle m'aura vu, elle sera dit je veux pas du tout faire ça. Ça c'est un peu dur à elle te parle je sais pas si à cet âge-là, elle te dit déjà, moi je veux être styliste ou moi je veux être chanteuse ou... Si, mais alors bon, on est sur des choses très classiques. Elle veut être maîtresse et elle veut être docteur. Donc, et elle a dit, je veux être maman. Je dis, ça, c'est pas incompatible avec un métier. Je dis, en revanche, il va falloir choisir entre maîtresse et docteur. Oui, c'est un job à temps plein, ça c'est sûr. Donc voilà, on est sur des choses très classiques de petites filles de son âge. Donc voilà, bon, je pense que ça a largement le temps d'évoluer. Et quel serait le conseil que tu donnerais justement à des mères qui sont aussi CEO ou fondatrices de leur propre boîte? Comment concilier les deux?
Alors, je vais donner des conseils que je n'applique pas, mais que je devrais appliquer. Je pense que déjà, il faudrait... je pense que travailler de chez soi, c'est une bonne et une mauvaise idée. C'est-à-dire que c'est une bonne idée parce que c'est un gain de temps incroyable. Ça permet voilà, une grande flexibilité, etc. Mais je pense que ça a aussi un peu ses travers et pour vraiment mettre une barrière, on va dire, entre sa vie perso et sa vie pro, c'est pas forcément l'idéal. Donc, je sais que je devrais le faire. Je pense que d'avoir un bureau à l'extérieur, ça permet vraiment de séparer un peu ces deux vies, même si c'est compliqué quand on est entrepreneur de séparer sa vie perso et sa vie pro. Mais je pense que c'est important. Après, quel conseil Est-ce qu'il y a des moments d'ailleurs où ça a été compliqué de séparer les deux et qu'est-ce que tu as mis en place dans ces cas-là pour je pense que c'est même impossible en vrai. Ça fait tellement partie intégrante de moi que c'est impossible de séparer. C'est contrairement à un job salarié où en fait tu vas travailler et puis une fois que tu as fini, alors ça dépend à quel niveau tu es, etc. dans l'entreprise, mais t'arrives quand même un peu à décrocher. Alors je sais que c'est pareil, ça dépend des profils, ça dépend des postes, etc. Mais là, en fait, ça fait partie intégrante de moi, quoi. Donc je peux pas séparer. Enfin, c'est impossible. Donc, tu ne retournerais pas en arrière, là, en tout cas. À non. Stade où tu es. Non. C'est vraiment quelque chose qui te passionne et ouais, clairement. Ça fonctionne. Donc, clairement. Non, mais enfin, voilà, ça fait partie de moi, c'est ce qui me fait vibrer et c'est aussi, voilà, moi, quand je passais les entretiens pour refaire un job en marketing digital, je me disais, mais ça n'a pas de sens, quoi. Donc, j'avais pas du tout envie de m'infliger ça. Donc voilà, je pense que séparer sa vie pro et perso quand on est entrepreneur, c'est un peu illusoire. Et est-ce que, finalement, même avant d'avoir ce déclic-là avec la maternité, tu t'étais jamais posé la question de devenir entrepreneuse ? Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et comme je le disais tout à l'heure, j'ai des amis qui sont entrepreneurs et je me suis jamais dit, oh là là, ça me fait rêver, j'aimerais bien un jour monter ma boîte. Vraiment, jamais, ça me parlait pas, quoi, pas du tout. Et quand je suis devenue mère, c'est quelque chose qui est vraiment venu spontanément, enfin qui m'est venu en tête et je l'avais pas du tout anticipé, quoi. Et qui m'a pas lâché et que j'avais pas du tout anticipé, quoi. Et c'est vrai que c'est assez incroyable, quoi, voilà. Est-ce qu'il y a un moment d'ailleurs où j'imagine parce que tu t'es un peu plongée dedans finalement très rapidement et puis au bout d'un moment tu t'es dit en fait je lance une campagne de crowdfunding pour une marque que je suis en train de créer. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit tu t'as pris un peu de recul, tu t'es dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire, à la fois un peu effrayée et à la fois aussi c'est trop cool, je suis en train de monter ma propre boîte, quoi. Un peu au début effectivement vraiment à cette période-là, quoi, quand j'ai commencé à vraiment, c'est devenu concret en fait. Quand j'ai lancé ma campagne, quand j'ai commencé à en parler avec des gens que je ne connaissais pas en fait, quand j'ai commencé à vraiment dire voilà, j'ai lancé ma marque, etc., je me suis dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais ? Alors, il y avait effectivement cette excitation, cette fierté, etc. Mais il y avait aussi ce truc de se dire, mais dans quoi tu t'embarques, quoi. Voilà. Mais encore une fois, j'étais allée trop loin, donc il fallait que j'aille au bout de mon truc. Donc, mais c'est vrai que... Et encore aujourd'hui, parfois, je me dis, mais après, je pense que c'est la vie, il y a des choses aussi qui ne s'expliquent pas, mais je me dis, mais qu'est-ce qui m'a emmenée vers cette histoire-là ? C'est fou, quoi. Ta fille. Voilà. en grande partie. Alors, c'est quoi les prochains projets pour Adorna ? Est-ce qu'il y a des nouvelles collections prévues ? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses que tu aimerais mettre en place ? Alors oui, là dans les prochains mois, il va y avoir plusieurs collabs qui vont sortir. Ouais, et ça c'est vraiment quelque chose que je voulais faire depuis un moment. Avec d'autres marques ou des influenceuses ? Alors là c'est avec des influenceuses. Il y a une collab que je veux faire avec une marque et ça fait longtemps qu'on en parle et j'aimerais vraiment que ça se réalise aussi. Mais voilà, ça fait, je dirais sur toute l'année 2023, je me suis dit...
il faut que je mette en place des collabs, etc. Et là, je suis contente parce qu'il y en a 2 qui vont voir le jour, une avant cet été et une à la rentrée. Donc voilà, ça c'est... j'aimerais vraiment arriver à m'organiser pour en faire plus régulièrement. Et après, il faut que je réfléchisse parce que c'est vrai que pour moi, c'est important d'avoir des nouveautés, de rythmer la marque comme ça. Et en même temps, jusqu'à présent, toutes les nouveautés qui sortaient, c'était vraiment des nouveautés qui me semblaient évidentes et qui me semblaient essentielles à intégrer dans la collection. Et aujourd'hui, je suis un peu plus prudente parce que il y a moins d'évidence qui me viennent comme ça. Donc voilà, je pense qu'il faut que je revienne aussi à la base et que je sollicite mes clientes et la communauté pour vraiment voir quels sont leurs besoins, leurs envies. Et alors, est-ce que tu dirais à 4 ans après le lancement de ta marque, est-ce que tu as trouvé un équilibre vie de maman, vie d'entrepreneuse ? Alors je pense que oui. Je pense que petit à petit, effectivement, les choses se sont mises en place. J'ai arrivé à construire pas mal de choses avec la marque. Je pense que oui, au fur et à mesure, j'ai réussi. Alors après, il y a toujours, ça bouge toujours, il y a toujours des choses à réajuster, mais je pense que l'équilibre est là. Tant mieux. Bon, en tout cas, c'est un super beau parcours que tu as et c'est vraiment chouette tout ce que tu as mis en place et tout ce que tu vas mettre en place avec les collaborations. Merci pour ton partage dans Biz & Bibs et on souhaite une longue vie à Adorna. Merci beaucoup et merci pour l'invitation et j'espère que mon partage d'expérience aura pu inspirer et aider et beaucoup de personnes. J'en suis certaine. Merci. Merci Johanna. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Biz & Bibs. Merci infiniment pour votre soutien. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast ou à vous abonner à l'émission dans votre appli de podcast préféré pour être tenu informé des prochains épisodes. Retrouvez-moi sur mon compte Instagram estelle.ducommun ou abonnez-vous à la page LinkedIn Biz & Bibs le podcast pour découvrir les coulisses des épisodes. Je vous dis à très vite pour une nouvelle interview avec un parent inspirant.